Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de ce vol Avianca 52 au départ de Medellín et à destination de New York. Je m'appelle Charles, je serai votre commandant de bord le temps d'une vidéo pour vous retracer l'histoire de ce vol tant connu mais si méconnu. Notre avion est un Boeing 707 et je vous prie de bien vouloir attacher vos ceintures et de ne pas les détacher jusqu'à ce que vous soyez abonné. C'est parti, on décolle. V1. Rotation. À l'aéroport de Medellín en Colombie, le vol Avianca 52 se prépare au décollage. En cette belle journée du 25 janvier 1990, il fait un petit peu froid dehors, mais rien de grave. Aucun rapport avec ce qui va se passer. Le commandant de bord, Loreno Cavide Soyas, 56 ans, a une belle expérience. Son copilote est plus jeune, Mauricio Klotz, n'a en effet que 28 ans et le troisième homme dans le cockpit est Mathias Moyano, 45 ans, qui est le mécanicien navigant de l'avion. Et oui, à l'époque, il y avait toujours un mécanicien navigant dans les avions pour justement surveiller d'autres paramètres de vol. On peut le voir d'ailleurs sur les différents panneaux qu'il y a dans les avions. Il y a le cockpit et puis ensuite il y a le panneau du mécanicien navigant qui a ensuite tenu à disparaître. Si tout dans le vol se passe bien, le vol Avianca 52 arrive proche de Long Island, à côté de New York. Je vous en ai déjà certainement parlé dans une autre vidéo. Il se passe plein de choses là-bas vers Long Island. Et là, il y a un petit peu de brouillard. Et sur l'aéroport JFK à New York, ça conduit à faire attendre les avions plus longtemps que la normale pour atterrir. Le vol Avianca 52, donc, comme tous les autres avions, attend. Il attend encore et encore, plus d'une heure. À l'intérieur, les passagers commencent à s'impatienter, mais bon, ils gardent leur calme de toute manière, ils ont pas grand chose d'autre à faire que ça. Sauf que soudainement, il se passe autre chose. C'est dans le cockpit que ça commence un petit peu à s'agiter et notamment à s'inquiéter. C'est la jauge à carburant qui commence à se montrer faible et le vol Avianca 52 insiste pour atterrir rapidement. Et il reçoit alors la proposition de se faire dérouter pour Boston, ce que les pilotes refusent, faute de kérosène nécessaire et... Ah non. Ouais non, ça je vous en parle tout à l'heure, on va arrêter de bavasser et faire les choses correctement, nous au moins, contrairement aux pilotes du vol Avianca 52, puisque on verra quand même qu'ils ont fait pas mal d'erreurs. Enfin, ça y est, le vol Avianca 52 est autorisé à atterrir. Ah, il était temps, hein. Bon, il fait son approche quand l'avion commence à perdre un petit peu trop rapidement de l'altitude et se retrouve bien en dessous de 150 mètres d'altitude alors qu'il a encore 4 km de piste. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les avions descendent en palier. À 4 km de la piste, 150 mètres d'altitude, c'est encore bien trop bas, je vous laisse imaginer. C'est pas du tout une altitude correcte. En plus de ça, les pilotes n'arrivent pas bien à distinguer la piste. L'avion échappe de justesse au crash avant la piste, mais non, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. L'équipage décide de remettre alors les gaz pour refaire une nouvelle approche du coup. C'est ce qu'on fait généralement quand on loupe une approche. Après tout, bon, c'est pas si grave que ça. Mais avec le retard déjà accumulé, bon, un petit peu plus de retard ou un petit peu moins, bon, à vrai dire, j'ai envie de dire, on n'est plus à ça près. S'ils évitent le crash, vous commencez à me connaître, non? Vous savez pourquoi je vous parle de ce vol? Vous vous doutez bien que tout va pas bien se passer, bien finir et tout, puis ils vont refaire leur approche, puis hop, oh, bah vas-y, c'est bon, voilà, nickel, tout va bien. Non, 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 ça serait trop beau. Les pilotes procèdent donc à la remise des gaz avec un petit coup de stress, hein, chez les pilotes bien évidemment, mais surtout chez les passagers, avec des cris qui sont audibles dans le cockpit par les passagers qui sont bien évidemment stressés et qui se demandent un petit peu ce qui se passe. Les pilotes sont sélectionnés et triés, hein, donc si vous voulez être pilote de ligne, une chose principale à savoir, c'est qu'il ne faut pas stresser. Si vous commencez à vous pisser dessus à la moindre petite alarme ou au moindre petit bruit, faites pas pilote, genre voilà. L'équipage avertit le contrôle aérien, son niveau de carburant est maintenant très bas. Le contrôleur aérien demande à l'avion de reprendre de l'altitude pour tenter sa nouvelle approche, mais le cockpit refuse. La cause? Il arrive quasiment à court de carburant. Puis, petit à petit, le moteur numéro 4 s'arrête, puis le moteur numéro 3, puis le 2, puis le 1. L'avion est devenu un planeur, sauf que Boeing n'a pas fait de 707 version planeur. Enfin, du moins, j'en connais pas. Après, peut-être qu'ils en ont fait, mais... j'ai quelques doutes quand même, hein. Les lumières de la cabine s'éteignent, il est 21h30, il fait nuit dans l'avion. Et il est maintenant privé de toute alimentation électrique. Je vous laisse deviner, c'est fini, plus rien à faire, plus de compensateur, plus de commande de vol. À 21h34, heure locale, le Boeing se crache dans le petit village de Cove-Neck, une zone bourgeoise de la banlieue de New York à 24 km de l'aéroport. L'avion se casse en deux au niveau d'une colline, mais il n'explose pas et il ne prend pas feu. Pourquoi? Dites-moi si vous avez trouvé la réponse dans les commentaires. Bon, en même temps, c'est pas très compliqué, parce que vous l'avez deviné au fur et à mesure de la vidéo. L'avion n'a plus de carburant. S'il n'y a plus de carburant, il n'y a pas de quoi exploser. Tout simplement. Bon, maintenant on va voir un petit peu ce qui s'est réellement passé et pourquoi. On savait que l'avion avait plus de carburant, on sait qu'il arrive en panne sèche, mais pourquoi si proche du but il s'est craché comme ça et pourquoi ils ont dû faire une remise de gaz? Qu'est-ce qui s'est un petit peu passé dans ce vol Avianca 52? Bon, alors on le sait déjà, hein, l'avion était un petit peu juste en carburant et forcément à force d'attendre et encore d'attendre pendant plus d'une heure, l'avion a épuisé ses réserves de carburant disponibles. Ensuite il lui a fallu remettre les gaz au maximum, mais bien évidemment sans quasiment de carburant, la remise des gaz n'a pas pu bien se passer.
c'est mathématique, mais il faut savoir une chose, le NTSB, le bureau d'enquête des transports américains, a décrété que l'accident était dû à une erreur de pilotage. Pour la simple et très bonne raison, les pilotes ont déclaré qu'ils allaient arriver à court de carburant. Ils n'ont jamais déclaré qu'ils avaient une urgence de carburant au contrôle aérien, comme ils auraient dû le faire. En déclarant ça, du coup, le contrôle aérien a un petit peu minimisé la panne, minimisé le problème, puisque les pilotes l'ont mal informé. Mais l'équipage avait pourtant bien demandé une priorité d'atterrissage. Mais la petite subtilité, ça vient du fait que ce qu'ils ont demandé pour les pilotes hispanophones peut être considéré comme une urgence, mais pas pour les pilotes anglais. C'est pourquoi ils ne l'ont pas compris comme ça, et c'est pourquoi le NTSB a déclaré les pilotes, du coup, comme fautifs, alors que tout simplement c'est une petite erreur de langage, une petite erreur d'incompréhension. Mais le contrôle aérien aussi a été un petit peu négligent, ne fournissant pas assez d'informations sur les vents cisaillants sur les côtés qui auraient pu en effet alerter l'équipage sur les potentiels dangers de l'atterrissage. Et c'est pourquoi d'ailleurs l'avion a dû refaire son atterrissage. C'est une des multitudes de mauvaises communications qui a causé la crash et la perte du vol Avianca 52. Après, on peut aussi partir dans d'autres suppositions, le fait que est-ce que les moteurs auraient eu assez de puissance pour faire fonctionner les inverseurs de poussée d'atterrissage, et est-ce que l'avion n'aurait pas continué son trajet peut-être aux limites de la piste et peut-être même un petit peu au-delà. Les pilotes ont eu une proposition pour se dérouter vers Boston, ils ne l'ont pas respecté, ils ont choisi l'alternative de rester en zone d'attente. Certainement, les pilotes n'ont pas compris le niveau de priorité en fait qui leur a été accordé par le contrôle aérien. Bref, tout un autre petites erreurs de langage, de compréhension. Mais le crash du Avianca 52 ne s'est pas si mal terminé que ça. Bon, il y a eu des morts certes évidemment, hein, comme dans tout crash d'avion, mais sur 149 passagers et 9 membres d'équipage, à savoir 158 personnes, on compte 73 morts et 85 survivants, donc ce qui fait quand même plus de la moitié. On va dire, c'est pas trop mal. Voilà l'histoire du vol Avianca 52 qui était un petit peu moins meurtrier que ce qu'on aurait pu penser au final, mais qui a quand même coûté la vie à près de la moitié de ses passagers. J'espère, chers passagers, que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez maintenant vous abonner, puis détacher vos ceintures. Une fois que vous êtes abonné, par contre, n'hésitez pas à me proposer une idée de vol dans les commentaires pour une prochaine vidéo. Je vous le répète comme d'habitude, je ne suis toujours pas pilote, pas commandant de bord, je ne travaille dans aucune compagnie aérienne, je suis juste un passionné d'aviation qui vous partage sa passion. À mardi prochain, 17h30, comme d'hab.